Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Crime. J'ai changé de sujet finalement, un petit peu à la dernière minute parce que j'ai vu un update sur une affaire que je connaissais bien qui s'est passée il y a quelques années, puis je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Puis en même temps, vu qu'il y a eu un update, je me suis dit de le faire tout de suite, c'était déjà sur ma liste, mais puisque c'est ça. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Merci! Donc, je vous amène le 6 décembre 1991. On a Eliza Thomas et Jennifer Harbison, 17 ans, qui travaillent de nuit au restaurant I Can't Believe It's Yogurt, dans le nord-ouest d'Austin. Alors qu'elle allait fermer le restaurant, Sarah Harbison, 15 ans, la sœur de Jennifer, et leur amie Amy Ayers, 13 ans, les ont rejoints pour rentrer chez elle après, faire une soirée pyjama. Donc, peu avant 23h, il y a un couple qui se trouvait dans le restaurant qui ont quitté. Puis, Jennifer aurait ensuite verrouillé la porte derrière eux. Les seules personnes présentes dans le restaurant au départ du couple, autres que les 4 adolescentes qui s'y trouvaient, c'était 2 hommes qui avaient l'air assez bizarres selon les témoins. Ils étaient assis à une table sans rien consommer autre qu'une boisson, là. Un peu plus tard, il y a un policier, Dustin, qui a signalé un incendie à l'intérieur du restaurant I Can't Believe It's Yogurt. Il y a près de 50 pompiers qui sont venus éteindre l'incendie qui avait déclenché 2 alarmes. Les pompiers ont dû enfoncer la porte d'entrée parce qu'elle était verrouillée, puis la clé se trouvait toujours dans la serrure. Il a ajouté que la fumée les pompiers ont dit que la fumée les empêchait de voir à l'intérieur. Puis, une fois l'incendie éteint, ils ont malheureusement découvert le corps de Amy Ayers, puis ceux des 3 autres adolescentes. Amy, elle a été la première retrouvée puisqu'elle était allongée dans la partie centrale du restaurant. Elle était nue, allongée sur le côté, face contre terre. Près d'elle se trouvait le tiroir-caisse qui était vide. Elle avait reçu une balle dans la tête, mais ce coup-là ne l'avait pas tuée. Il a été déterminé plus tard que la cause de sa mort était la strangulation. À l'arrière du restaurant, Sarah Harbison a été retrouvée bâillonnée, les mains liées dans le dos. Les tests médicaux légaux ont malheureusement prouvé une agression sexuelle. Son corps était gravement brûlé. Eliza Thomas a été retrouvée sur Sarah Harbison de la même manière que Sarah. Son corps et son visage étaient méconnaissables. Elle a dû être identifiée avec son dossier dentaire. Là. Sarah avait, elle, pas été agressée sexuellement. Jennifer Harbison, elle a été retrouvée à proximité. Dans le fond, ils ont toutes été empilés les unes sur les autres, mais à cause des flammes et de la chaleur, Jennifer, elle se serait déplacée à cause de ça. Elle non plus pas été agressée sexuellement. Le feu a été actionné, ce qui a détruit beaucoup de preuves quand même. Parmi les preuves récupérées par les enquêteurs, il y avait des cartouches usagées de calibre .32 et .22, ainsi qu'un petit échantillon d'ADN masculin. Ils soupçonnent que les tueurs ont utilisé une porte arrière non verrouillée pour quitter le restaurant après avoir mis le feu. Donc, je vais vous parler un petit peu plus des 4 victimes. On a Eliza Hope Thomas, qui est née le 16 mai 1974 à Austin, au Texas. C'est la fille de Maria et James Thomas. C'est une enfant unique. Sa famille est unie, aimante, puis elle a été élevée dans les valeurs de la gentillesse, de l'indépendance et de la curiosité. Elle a un esprit réfléchi et artistique qui s'est développé assez tôt. Elle possédait une confiance en elle qui lui a valu l'affection de ses professeurs puis de ses camarades de classe. En première année au lycée de Lanier, Eliza, c'était une élève exceptionnelle qui faisait études et activités extrascolaires. Elle était un membre dévoué de l'orchestre. Elle jouait de la clarinette puis elle chantait également dans une chorale de l'école.
Ses amis la décrivaient comme timide au début, mais profondément loyale et pleine d'esprit une fois qu'on la connaissait là, un petit peu mieux. Elle adorait les animaux, en particulier les chats, puis elle était connue aussi pour son sens artistique puis sa très grande gentillesse. Elisa, là, elle travaillait à temps partiel chez I Can Believe It's Yogurt. C'était un moyen pour elle de gagner un peu d'argent puis d'assumer un peu plus de responsabilités, là. C'est une tâche, selon ses parents, qu'elle accomplissait avec une grande maturité. Beaucoup plus mature là, que l'âge qu'elle avait en réalité. Donc, maintenant, je vais vous parler d'Amy, la plus jeune victime de 13 ans. Elle est née le 31 janvier 1978 à Austin, au Texas, elle aussi. C'était une adolescente brillante, libre d'esprit, puis elle avait une curiosité là, infinie. Amy, elle était connue pour son sens de l'humour, son amour des animaux, puis sa nature chaleureuse puis extravertie, ce qui faisait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui l'aimaient, là. Au moment de sa mort, Amy, elle était en 4e au collège Burnett où elle venait de rejoindre les juniors de l'association Future Farmer of America. Elle était passionnée par les soins aux animaux. Puis, elle avait un agneau qu'elle avait adopté, puis elle l'a prénommé Tootie dans le cadre de ses activités là, de l'association. Ouais, son rêve, c'était de devenir vétérinaire. Là. C'était une très grande amoureuse des animaux. Ses amis puis ses professeurs la décrivent comme une personne drôle, gentille, un brin farceuse, puis dotée d'une personnalité magnétique là, qui est capable d'illuminer une pièce au complet. La prochaine victime, Jennifer Ann Harbison, elle est née le 9 mai 1974. C'est la plus grande de 2 filles de Mike et Barbara Harbison. Elle a été élevée dans la région de Texarkana, mais Jennifer elle a déménagé avec sa mère et sa sœur Sarah à Austin au Texas dans la fin des années 1970, après que ses parents aient divorcé. C'est une adolescente extravertie, elle est déterminée, elle excelle autant sur le plan scolaire que dans ses activités extrascolaires. Elle aussi, elle a fait partie de l'association Future Farmer of America. Elle a aussi participé aux épreuves d'athlétisme du 400 mètres et du 1600 mètres relais. Puis elle a fait partie de l'équipe d'entraînement des Viquettes. Ses camarades de classe la décrivent comme vraiment gentille, drôle. Ses professeurs, il a déclaré qu'il était plus qu'enthousiaste que n'importe quel enfant qu'il ait jamais vu. Jennifer a travaillé, elle aussi, à temps partiel chez I Can Believe It's Yogurt. Dans le fond, elle aidait à payer sa voiture que son père avait achetée à condition qu'elle conduise également sa soeur puis contribue financièrement. Là, elle pouvait l'utiliser, donc elle travaillait pour aider son père à payer la voiture. Sarah Louise Harbison est née à Texarkana. C'était la fille plus jeune de Mike et Barbara Harbison. Elle a été élevée, elle aussi, à Austin, au Texas. Sarah, elle a grandi en admirant et en imitant souvent sa grande sœur Jennifer. Il y avait un lien fort qui les unissait. Il y avait des centres d'intérêt communs, une vie de famille soudée après la séparation de leurs parents, donc ils étaient très, très proches. Sarah, elle a fréquenté le même collège que Jennifer. Elle était en première année au lycée de Lanier au moment de son décès. Elle était connue pour sa gentillesse, son intelligence, puis son sens de l'humour. Sarah était décrite par ses amis comme chaleureuse puis pleine d'entrain. Elle avait une maturité exceptionnelle pour son âge. Puis, comme Jennifer, elle était, elle aussi, impliquée au sein de Future Farmer of America. C'était une grande amoureuse des animaux et de la nature, elle aussi. Puis, elle participait souvent aux activités d'école puis des associations autres là, de l'école. Donc, voici la ligne du temps de ce qui s'est passé le 6 octobre 1991. Donc, à 16h30, Sarah Harbison est rentrée chez elle, puis elle a parlé avec sa mère, Barbara. À 18h30, c'est Jennifer qui est rentrée à son tour chez elle de son petit ami. Puis, elle a discuté avec sa mère de son projet là, d'inviter ses amis à faire une soirée pyjama. Vers 19h15, Amy se préparait à partir avec Sarah pour leur soirée, pour aller rejoindre les filles. Puis à 21h45, Maria
Thomas, la mère d'Elisa, elle s'est arrêtée au resto de yogourt pour rendre visite à sa fille. Puis elle a remarqué là, que les 4 adolescentes étaient ensemble là, au restaurant à ce moment-là. 15 minutes plus tard, à 22h, James Thomas, maintenant le père d'Elisa, passe au restaurant aussi. Puis lui aussi remarque que les 4 filles étaient présentes là, au restaurant. À 23h, les filles ferment le restaurant. À 23h47, donc environ 50 minutes plus tard, c'est à ce moment-là que le policier y informe le service d'urgence qui aperçoit là, l'incendie au restaurant. À 23h53, le premier camion de pompiers d'Austin arrive. Il y a eu un délai d'environ 6 minutes parce que le camion s'est malheureusement là, trompé d'endroit. Donc, le restaurant a eu 6 minutes de plus pour brûler. À 23h54, un autre camion de pompiers arrive, puis à 23h57, le prochain camion de pompiers là, va arriver. L'intensité de l'incendie à l'intérieur du restaurant était tellement intense que ça a rendu la collecte de preuves assez difficile. Puis suite au meurtre, il y a un appel à renseignement qui a été lancé là, auprès du public. Des photos des jeunes filles puis des demandes d'informations sont apparues sur des panneaux d'affichage dans toute la ville, puis même à l'arrière des taxis là, d'Austin. À l'automne 1992, il y a 2 hommes qui ont été recherchés pour un enlèvement et une agression sexuelle sans rapport là, avec les faits à Austin, qui ont été arrêtés au Mexique. Il y a un portrait robot qui avait été fait là, par les témoins quittant le restaurant d'un homme qui était assis dans sa voiture devant le restaurant de yogourt ce soir-là. Puis il y a un des hommes qui présentait là, une très très grande ressemblance là, avec le portrait robot fait. Ils ont été interrogés par les enquêteurs. Les hommes ils ont d'abord nié toutes les implications dans le meurtre, mais interrogés par les autorités mexicaines, là, ils auraient finalement avoué. Par contre, là, les détails qu'ils fournissaient sur la scène de crime correspondaient pas du tout à ce que les enquêteurs avaient trouvé. Puis, à la suite de ça, les enquêteurs d'Austin ont décidé de les réinterroger, puis ils se sont rétractés. Là, donc, c'était pas vrai du tout là, que c'était eux qui avaient fait ça. Malgré une enquête approfondie, puis des milliers d'informations, de faux aveux, l'affaire est restée un cold case là, pendant plusieurs années. Jusqu'en 1999. Les enquêteurs ils ont réouvert l'enquête, puis ils ont identifié 4 potentiels suspects après avoir réexaminé là, une ancienne piste. Maurice Pierce, adolescent au moment des faits, il avait été arrêté avec une arme à feu dans un centre commercial près du même commerce quelques jours après là, le quadruple meurtre. Il avait été interrogé par la police en 1991. Il avait impliqué 3 connaissances dans 3 autres amis là, dans le quadruple meurtre. Il y avait Robert Springsteen, Michael Scott et Forrest Wellborn. Ils ont été interrogés, là, mais relâchés par la suite parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Lorsque la police les a réinterrogés à nouveau en 1999, Springsteen et Scott ont avoué les meurtres, impliquant à nouveau Pierce et Wellborn. Ils ont été arrêtés, là, eux aussi, après cet aveu-là. Donc, selon ce qu'on sait, Springsteen il aurait repéré le restaurant, puis il se serait rendu à l'arrière où il avait déverrouillé la porte afin que lui, puis ses 3 autres amis, puissent y retourner un peu plus tard pour un cambriolage. Cependant, quand les hommes sont rentrés, ils ont découvert 4 adolescentes au lieu de 2 qui étaient seulement censées être là, donc Elisa et Jennifer. L'accusation elle va déclarer que Springsteen il était en compagnie de Michael Scott, qui est aujourd'hui âgé de 25 ans, qui avait 17 ans au moment des meurtres, et de Maurice Pierce, 24 ans, qui était lui aussi mineur à l'époque. Forrest Wellborn, 23 ans, qui avait 15 ans à l'époque, c'était l'homme qui s'était enfui puis qui était resté en dehors de la voiture, là, qui était resté à l'extérieur du restaurant. Scott, il va risquer un procès pour meurtre passible de la peine capitale, tandis que Pierce, il va être jugé pour meurtre. Mais il peut pas être condamné à mort parce qu'il était mineur là, au moment des faits. Les charges contre Wellborn ont été abandonnées pour faute de preuves.
Smith il a déclaré que Springsteen vivait à côté de son père dans un appartement avec son ami Michael Scott, puis que le vendredi 6 décembre, le jour même des meurtres, le père de Springsteen il a appelé la police pour signaler la disparition de son fils et de Scott. Il a précisé qu'il était absent depuis mercredi le 4 décembre 1991. Mais finalement, Springsteen puis Scott se sont rétractés, donc les charges contre Pierce puis Wellborn ont été abandonnées par faute de preuves. Là. Les seules preuves qu'il y avait, c'était le témoignage de ces deux hommes-là. Springsteen puis Scott qui ont été jugés puis reconnus coupables de meurtre. Donc, ils ont été envoyés là, en prison à vie. Mais la police a appris environ 10 ans plus tard, vers 2009, après là, les sorties des nouvelles technologies pour l'ADN. Ils ont appris que l'ADN trouvé sur les lieux de la scène de crime ne correspondait à aucun des 4 hommes qui avaient été arrêtés, puis ceux qui avaient été condamnés. Là. Donc, Springsteen et Scott qui ont finalement été libérés en 2009 après avoir passé 10 ans en prison pour des meurtres qu'ils n'avaient pas commis. En fait, il a été dit que la police les aurait comme forcés à se blâmer les uns les autres, puis c'est pour ça qu'ils ont été inculpés là, pour des meurtres qu'ils n'ont pas commis par la pression policière. Là. Puis dans le fond, là, les 2 hommes mystérieux qui ont été vus dans le restaurant juste avant la fermeture, ils n'ont jamais été identifiés par personne. Puis l'affaire en est restée là, classée là, comme un cold case à partir de 2009. C'est fou quand même quand tu y penses parce que on a eu des suspects en 91 qu'on a passé en interrogatoire que finalement on n'a pas pu prendre comme suspect parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Mais finalement, en 99, ils ont été réinterrogés, arrêtés et tout. Il y a eu 2 suspects qui ressemblaient parce qu'il y en avait un qui ressemblait au portrait robot, mais il y a eu des aveux, des faux aveux. Mais ça n'a jamais été résolu de 1991 à 2025. Le pourquoi je fais ma vidéo aujourd'hui. Je trouve ça triste que ça ait pris 34 ans avant d'identifier le coupable, mais au moins la famille a une closure, genre une fin aux questions qui se posent, tu sais. Et puis là, pourquoi j'ai fait cette histoire-là aujourd'hui. Le 27 septembre 2025, près de 34 ans après le quadruple meurtre, on va apprendre une très, très grande avancée dans cette affaire. L'inspecteur principal Daniel Jackson, qui a repris l'enquête depuis environ maintenant 3 ans, il a déclaré que la technologie ADN lui avait permis d'identifier l'homme qui a tué les 4 adolescentes le soir du 6 décembre 1991. L'inspecteur a déclaré avoir commencé en juin 2025 à effectuer des recherches sur une douille usagée de .380 qui avait été retrouvée sur la scène de crime qui avait jamais été parlé là, à l'époque. Le NYBIN, c'est un réseau national intégré d'informations balistiques. C'est un peu comme le système là, pour retrouver des ADN, mais pour les douilles de fusil. Là. Puis en juillet, Jackson, il y a eu le détective, il a appris une correspondance. Il semblerait que la même arme, elle avait été utilisée dans un meurtre non résolu dans le Kentucky qui partageait des détails similaires avec le meurtre des 4 adolescentes. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ils ont obtenu l'ADN du suspect. Il a donc contacté des laboratoires en effectuant là, les tests d'ADN. Puis, ils ont demandé qu'ils fassent un test ADN. Puis, ils ont finalement obtenu une correspondance en août 2025. Une correspondance avec une agression sexuelle puis un meurtre qui était survenu en 1990 à Greenville, en Caroline du Sud. Donc, après 34 ans, voici finalement le profil correspondant que la police a eu. L'ADN appartenait à Robert Eugene Brasher. La police elle a ensuite retesté l'ADN prélevé sous l'ongle d'Amy avec celui de Robert, puis ça l'a matché, là, ça l'a fait un match immédiatement. Avant le quadruple meurtre, Robert il avait purgé une peine de prison pour avoir tiré sur une femme, puis il avait bénéficié là, d'une libération conditionnelle en 1989. L'ADN va relier également Robert à de multiples meurtres et agressions sexuelles non élucidées à travers le pays,
Il est reconnu coupable d'agression sexuelle, puis de meurtres commis dans les années 90 pour lesquels il n'y a jamais eu à comparaître. Dans le fond, le Brasher, Robert, il s'est suicidé en 1999 après un affrontement là, avec des policiers. Donc, Barbara, la mère de Jennifer et Sarah Harbison, qui est encore en vie, elle a déclaré lors d'une conférence de presse le 27 septembre 2025 « Je suis profondément reconnaissante, cela fait si longtemps, et tout ce que nous avons toujours voulu pour cette affaire, c'était la vérité. Nous n'avons jamais voulu que quiconque aille en prison ou soit accusé de quoi que ce soit qu'il n'ait pas commis. La vengeance n'a jamais été la solution. La vérité a toujours été notre priorité. » Donc, après 34 ans, après 2 fausses condamnations, plusieurs suspects non coupables qui ont avoué par force que la police avait fait, a finalement été élucidés. C'est fou quand même de dire que ça a pris 34 ans pour élucider un quadruple meurtre. 4 personnes sont mortes, là, quand même. C'est une très belle fin. Malheureusement, le suspect pourra jamais être accusé puisqu'il s'est suicidé, ce qui est assez triste quand même. Là, il aurait dû... En tout cas, bref, c'est pas grave. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai changé mon épisode assez vite parce que je trouve ça... C'était une histoire que je voulais vous parler déjà sur ma chaîne. Mais en ayant vu les avancements du 27 octobre, du 27 septembre 2025, je me suis dit c'est le moment idéal pour le faire. On a une fin, on a enfin trouvé le coupable. Donc, c'est tout pour cet épisode-là. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci, bye bye.